Seigneur et maître incontesté, sorte de Kilimandjaro catalan, de partout et partout, le Canigou impose sa masse superbe et dominatrice. Alors, il y a 1000 ans, pour orner sa royale couronne, les carriers de la montagne se firent architectes et les marbriers sculpteurs. Ainsi naquirent sur ses flancs 3 joyaux inestimables, Saint-Michel de Coucha, Saint-Martin du Canigou et Cérabonne. En 879, 35 moines venus d'Urgell fondent Coucha. Le monastère se développe rapidement sous la protection des seigneurs de Cerdagne et de Conflans. Au XIe siècle, Oliba, l'un des grands bâtisseurs religieux de ce temps, est fait abbé de Coucha. L'abbaye devient très vite l'un des plus importants monuments religieux des 2 versants des Pyrénées. Mais en 1793, le monastère est mis à sac et démoli. En janvier 1907, un sculpteur américain, George Gray Barnard, achète tout un lot de chapiteaux qui avaient échoué à Aniane, puis d'autres qu'il trouve aux alentours de Prades. Avec l'ensemble, on construit en 1936 un cloître, plus petit il est vrai, que l'on peut admirer aujourd'hui au musée des cloîtres de New York. Mais dans tout cela, Coucha, me direz-vous. L'actuel cloître fut reconstruit en 1950 et jusqu'en 1953. Les éléments, aussi bien les chapiteaux que les colonnes, en sont authentiques. Les linteaux et les arcs ont été sculptés récemment dans le marbre rose de la carrière de Ria, celui-là même qui fournit le matériau il y a 1000 ans. Le travail est admirable. Tel qu'il est aujourd'hui, le cloître de Coucha évoque un peu le château des visiteurs du soir. Mais surtout Coucha démoli, Coucha mutilé, Coucha aux 1000 ans d'histoire, 1000 ans qui l'ont rendu austère et grave, c'est ce lieu qu'un jour, Pau Casals choisit pour oublier sur cette terre catalane qu'il avait été chassé d'une autre terre catalane. Saint-Martin du Canigou. Il n'y a point de chemin carrossable pour y accéder. Et il n'en fut jamais. Tout ici participe de la magnificence et de la poésie de la montagne. Saint-Martin est comme serti dans la roche même. Fondée peu après Saint-Michel par Guifred, comte de Cerdagne et de Conflans,
l'abbaye fut consacrée en l'an 1009. 25 ans après, son fondateur s'y retire pour y revêtir la robe de bure et vivre dans le recueillement. Il y repose encore de nos jours près de l'église, dans une tombe qu'il creusa lui-même en plein roc. Close entre ses remparts et ses murs de granit, l'abbaye féodale semble prête à se défendre. Dans la crypte, tout est primitif, vétuste même. De lourdes colonnes de pierre reposent directement sur le sol. Nous sommes comme à la naissance de l'art roman. Au XVIe siècle, la décadence commence. Elle s'aggrave au XVIIe. Et à la veille de la Révolution sonne le glas de l'abbaye. Vers 1900, l'évêque de Perpignan entreprend la restauration. On relève les murailles, on ramène dans leur cadre bon nombre de trésors épars, et petit à petit, ce qui n'était devenu qu'une belle image romantique retrouve sa véritable destinée. À Saint-Martin, comme à Saint-Michel, un clocher carré dresse sa silhouette massive. Mais ici, c'est sur le fond grandiose que lui fait la montagne. Le cloître reconstitué au cours de ce siècle témoigne de l'habileté de ceux qui, il y a 900 ans, en avaient sculpté colonnes et chapiteaux. Ainsi se présente Saint-Martin, battu des vents sur sa roche escarpée, au cœur même du Canigou. Une abbaye à l'image de cette montagne, dont elle est le symbole et la gardienne. Enfin, Cérabonne, prieuré solitaire au cœur de l'Aspre. Ici, rien n'est comparable extérieurement à Saint-Martin ou à Saint-Michel. Cérabonne, ancienne église paroissiale d'un village aujourd'hui disparu, doit probablement sa survivance à l'exode qui frappa la région. Fondé vers la fin du Xe siècle ou le début du XIe, le prieuré apparaît d'abord comme une construction soignée mais pauvre. Face à un ravin profond, brûlé et sec, le cloître simple galerie s'ouvre sur le silence de la montagne. Dorées depuis des siècles par un soleil ardent, ces colonnes de marbre blanc prennent étrangement des tons de vieil ivoire, ajoutant encore à la beauté des chapiteaux. Faite de marbre rose et blanc, évoquant souvent la porcelaine antique, la tribune de Cérabonne, par son iconographie, est d'une perfection qui n'a que peu d'égal.
Sa filiation à Saint-Michel est évidente. Les griffons accolés ou affrontés, les masques aux gros yeux globuleux, toute cette faune et cette flore inspirées du vieux fond décoratif de l'Orient sont les mêmes que ceux déjà vus à Saint-Michel. Cependant, ici, l'œuvre atteint à un degré de qualité que les sculpteurs catalans ne dépasseront plus. Ici, à Sérabonne, ils ont donné à leur art la même austérité, la même vigueur qu'ailleurs. Mais en utilisant ces pierres et ces marbres blancs et roses, extraits des flancs du Canigou, ils en ont adouci l'austérité. On dit que l'art roman défend l'âme fidèle qui cherche dans l'ombre le soleil intérieur. Par son ouvrage, l'artisan catalan en a déjà laissé poindre les premiers rayons.